Bonjour à tous. Donc bienvenue à cet atelier, ce webinaire. Merci d'être aussi nombreux à vous être inscrits pour partager sur des résultats, pour, comme vous le savez pour certains, qui concernent l'état psychologique des salariés français qu'on a réalisé au sein du cabinet depuis le début donc, de la crise sanitaire, donc en mars 2020. Donc il est 16h01, donc on a quelques minutes pour attendre encore 1 ou 2 minutes les retardataires. Donc n'hésitez pas à, vous avez certainement l'habitude aussi à poser des questions dans l'onglet questions. On m'a dit que c'était plus adéquat dans Livestorm de le faire comme ça. Et bien entendu, on peut chatter, vous pouvez, on va dire, faire part de vos commentaires aussi sur la zone chat, donc qui est tout à fait à droite. Donc bonjour à tous. Donc, je me présente Christophe Nguyen. Je suis psychologue du travail et cofondateur donc, du cabinet Empreinte Humaine, qui est un cabinet franco-québécois, franco-canadien. On a 3 bureaux, 2 en France, Paris, Lyon et un à Québec. On a une spécificité, nous, on est un cabinet spécialisé dans la santé et sécurité psychologique, les risques psychosociaux, la qualité de vie au travail, avec une approche qu'on a voulu un peu différente finalement quand on a monté le cabinet il y a 10 ans. Qui était de dire que les entreprises n'avaient pas qu'une empreinte écologique, positive ou négative, elles avaient aussi une empreinte humaine. Et comme dans l'écologie, chacun peut agir, l'entreprise sur son empreinte carbone, chaque salarié aussi peut avoir des comportements responsables au quotidien. Et c'est pareil dans la qualité de vie au travail. Mieux vaut agir finalement en amont avant que finalement les problèmes apparaissent et de réagir. Donc, 9e baromètre avec notre partenaire Opinionway, qui se base toujours sur la base d'échantillons représentatifs de salariés français, une population de plus de 2000 personnes, et qui nous permet de sonder, filtrer, tout en ayant une certaine robustesse statistique et représentative finalement de l'état psychologique. Donc on a utilisé un certain nombre d'indicateurs scientifiques. Donc on fait aujourd'hui des publications dans des revues internationales pour faire valoir un peu ces travaux, ce qu'on a trouvé. Et tout ce que je vous présente là se base aussi sur les accompagnements qu'on a pu faire dans le cabinet, de diagnostic, d'accompagnement, de webinaire, de formation manager, de collaborateurs, de lignes d'écoute psychologique, qui nous permettent aussi de coller un petit peu à l'actualité des préoccupations des salariés. Et là, au bout de 2 ans de crise, ce qui nous paraissait intéressant, c'était de travailler avec donc 24 heures RH, parlons RH, sur finalement quel est l'héritage de cette situation. C'était avant la crise ukrainienne et qui... ah, c'est pas très audible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop, hop, hop. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Peut-être que c'est... Oui, c'est mieux? Ok, ok. Donc, c'est mon haut-parleur qui faisait un peu un écho. Donc, merci pour votre vigilance. Ça sera plus agréable certainement de votre côté. Donc là, ça a été réalisé entre le 21 janvier et le 11 février 2022. Et ça faisait suite à un T8 donc, qui avait eu lieu en novembre 2021. Et ce qu'on peut dire, tout d'abord, premier indicateur, c'est qu'après 2 ans de crise, les niveaux de santé psychologique des salariés restent très dégradés. Donc, on a mesuré avec un indicateur donc scientifique qui est opposable d'un point de vue psychométrique, finalement, un certain degré de santé. On mesure aussi le bien-être, d'autres indicateurs. Mais celui qui est le plus finalement frappant, parce qu'il est aussi très prédictif du développement de troubles mentaux plus sévères, c'est celui de la détresse psychologique qui recouvre à la fois des indicateurs d'épuisement, de désespoir, et on sait, de nombreuses recherches le montrent, que si cet état psychologique dégradé finalement persiste, il y a le développement de troubles qui peuvent être aussi l'hypertension artérielle, différents troubles anxieux. Et on a aussi un volet qui est plus critique, celui-là plus aigu, celui de la détresse psychologique élevée, qui lui est à 13%. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est resté à des niveaux très élevés pendant cette crise et en augmentation finalement depuis octobre 2021. Ça se manifeste, on l'a vu tout au long de cette crise, par effectivement de plus d'absentéisme, d'arrêt maladie pour des raisons psychologiques, comme le disait Malakoff Médéric, en particulier pour les managers, on le verra, et également par des plus grandes intentions de quitter et des nouvelles attentes
des salariés, mais aussi finalement, quelque part, un apprentissage qu'on doit faire sur ce qui a marché ou pas en matière de prévention et de sécurité psychologique. On en parlera tout à l'heure. Par rapport à ça, ce qu'on peut dire, là, on a repris, si vous voulez, un peu les 8 baromètres d'avant. Ce que vous avez en haut, c'est la partie détresse psychologique, et la partie plus contrastée, plus sombre, c'est celle de la détresse psychologique élevée. Ce qu'on peut dire, c'est que la détresse psychologique a connu des pics, hein, les taux ont connu des pics au moment des confinements, forcément, comme en population générale, et une légère diminution au moment des déconfinements. On voit bien aussi cet effet. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a réalisé ce type d'études avec nos partenaires québécois qui ont utilisé les mêmes questionnaires et ils sont moins nombreux que nous en termes de population et ils ont un taux de détresse psychologique élevé qui est 2 fois moins important. Et donc, ça, c'est important. Ah, vous ne voyez pas ma présentation? Marie-Hélène nous dit que... Oui. Bonjour, si, ok. Ok, merci beaucoup. Donc, effectivement, par rapport à ça, on a effectivement des niveaux qui sont différents en fonction des catégories socio-professionnelles. On va y aller. Mais ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, dans tous les pays du monde, on a observé une augmentation de l'anxiété, des troubles anxieux, population générale également. Mais dans certains pays, dans certaines entreprises aussi, il y a des niveaux de détresse et une meilleure santé psychologique par rapport à d'autres. Donc, on voit bien le rôle de l'amortisseur de la prévention. On va en parler. Les populations les plus exposées, pour essayer d'être synthétique, on en a 3 qui ont été constamment plus exposées que les autres et qui, du coup, ont plus de troubles et de difficultés psychologiques. Ce sont tout d'abord les femmes, puis les moins de 29 ans et les managers. Pour des raisons différentes, mais qui peuvent bien sûr se cumuler. Les femmes, pour des raisons, effectivement, on l'a vu, aussi de sacrifice par rapport à la vie, aux professionnels, par rapport à la vie familiale. C'est elles à qui aussi, finalement, il y a eu plus de temps partiel qui ont été réalisés pendant cette crise et après cette crise auprès de cette population. Et également, on sait les inégalités qui ont été exacerbées de répartition des tâches, des responsabilités domestiques et familiales. Il y a aussi cette dimension que c'est elles qui vivent le plus finalement de manque de reconnaissance et d'équité dans l'entreprise. Et cette crise n'a fait que finalement exacerber cet état qui existait avant. Les moins de 29 ans, 54% détresse psychologique, donc c'est vraiment la population la plus fragilisée, donc plus 13 points avec cette crise. Les jeunes actifs qui arrivent dans le monde du travail et qui finalement n'ont pas pu, ne peuvent pas se socialiser comme ils peuvent le faire avec le télétravail imposé, les mesures sanitaires, et également un contexte finalement d'incertitude plus fort et qui aussi, du fait de la situation, ne leur a pas permis d'acquérir des repères professionnels de socialisation et des repères professionnels aussi pour pouvoir bien travailler et apprendre leur métier. Les managers, on le voit en particulier, beaucoup de managers plus exposés aussi à la question du burn-out et la question des contraintes imposées par le télétravail. Toutes les études montrent que c'est la population la moins satisfaite avec les jeunes du télétravail. Et effectivement, c'est ce qu'on a beaucoup entendu, c'est les difficultés à gérer un collectif à distance, aussi de savoir comment vont les gens, et puis quelque part une confrontation contre une pratique managériale qui n'était plus possible. Je pense non seulement à la partie du présentéisme, bien entendu, on peut se satisfaire de ça, mais également aussi sur la partie de pouvoir gérer tout ce qui est autour de l'informel et qui était extrêmement important pour les managers, et notamment le café le matin, tout de suite avec un bonjour, pour faire simple, on sait comment va la personne. On voit bien que ça a été augmentation. Il y avait une légère diminution pour les managers en T8, donc à la sortie du dernier confinement, et notamment avec un retour dans les locaux plus fort. Donc ceci explique aussi cela. Une population qui a été particulièrement exposée, c'est celle de la fonction RH, qui tout au long de cette crise faisait partie finalement des populations aussi les plus en détresse psychologique, mais là, c'est encore plus le cas. 64% de la fonction en détresse psychologique. Partout, finalement, dans nos interventions, on entend effectivement cet épuisement, cette grande fatigue des RH qui s'enchaînait. Donc, effectivement, ce qu'on peut expliquer, c'est que c'est pas si étonnant et on a une lame de fond liée à cette chronicité finalement qui engendre un certain nombre de troubles qu'on peut voir, des dépressions en augmentation, des arrêts maladie, mais aussi des dégradations en termes de relations dans le monde du travail, dans les entreprises. Et ça, on va en parler. Il y a quelque temps, on avait parlé des incivilités numériques, donc de ces échanges
via mail, via chat, qui pouvaient heurter, hein, ou qui pouvaient être aussi beaucoup plus conflictuels, sans pouvoir être régulés dans les locaux ou dans l'informel. Et beaucoup de managers se trouvaient assez désemparés par rapport à ça. Et donc pour les RH, on a fait un petit focus, une perte de repères aussi importante, la mise en œuvre de tous les protocoles sanitaires qui a pu avoir lieu, les multiples changements, le business qui continuait, hein. Et puis aussi, c'est à eux que reviennent la gestion de l'éclatement des collectifs, les problématiques de détresse psychologique des personnes, l'encadrement du télétravail tel qu'on connaît, et puis tous les conflits internes. On a mesuré aussi le burn-out, parce que c'est une spécificité, bien sûr, des salariés, hein, par rapport à la population générale, avec un questionnaire le plus reconnu. Hein, vous savez, il y a eu beaucoup de débats sur ça dans le monde scientifique, sur l'existence du burn-out, mais il y a des questionnaires, hein, effectivement, qui sont les plus reconnus et qui permettent de mesurer les choses. Et les manifestations du burn-out, hein. C'est comme pour la détresse, on n'a pas demandé aux gens s'ils étaient en détresse ou pas, on l'a mesuré sur la base d'indicateurs qui permettent de suivre les manifestations. Et là, on a environ un tiers des salariés, hein, qui sont en burn-out dit modéré, et dont 13% en burn-out sévère. Et si on le ramène à la population salariée, on a fait simplement sur 20 millions, c'est 6 millions de personnes en risque, dont 2,5 millions en burn-out sévère. Et ça représente 3 fois, parce qu'on avait utilisé aussi ces mêmes indicateurs au tout début de cette crise, et ce n'était pas le cas, on a vu une forte augmentation, finalement, la situation avant cette crise. Donc on voit bien cette lame de fond, et partout, effectivement, on entend parler de ce sujet. On voit aussi qu'il y a si on le met en parallèle avec les 34% des salariés, on voit qu'il y a 2 points de plus de burn-out chez les télétravailleurs. On voit bien le lien avec, bien sûr, une plus grande proportion de managers parmi cette population, 38% aussi de managers en burn-out et 63%, c'est en lien avec la détresse, chez les RH. Et donc 34% sévères. Donc c'est assez impressionnant. Et on a finalement quelque chose qui nous permet d'identifier ce trouble qui nous paraît quand même être d'un niveau très très important et qu'il va falloir prendre en compte. Et encore une fois, il n'y a pas rien qui est inéluctable, tout dépend aussi des pratiques de prévention. Je vous parlais tout à l'heure de la question de l'agressivité, de l'augmentation des tensions dans l'entreprise. Dans la recherche, hein, beaucoup finalement à un moment avaient mélangé la question de l'agressivité et l'hostilité avec la détresse psychologique. D'ailleurs, c'est un indicateur qui le mesurait à une époque. Et on a choisi effectivement, du fait de ce qu'on entendait sur le terrain, vouloir le mesurer. Et effectivement, un salarié sur 2 dit que son entourage professionnel est plus agressif depuis la Covid-19 et puis a tendance aussi à s'isoler ou se couper du monde. Puis il y a cette irritabilité qui est aussi plus visible pour 4 salariés sur 10. Donc forcément, ça joue dans les relations professionnelles et la santé psychologique. Là, on a aussi d'autres indicateurs, hein. Le fait aussi, on a parlé beaucoup de créativité, de réceptivité, de collaboration. Forcément, c'est plutôt des freins. Un tiers qui dit qu'ils sont moins, pour lui-même, réceptifs à l'idée des collègues. Et même un quart s'auto-déclare être plus agressif pour un tout ou un rien. Donc on voit bien les effets de la fatigue et de l'épuisement, qui sont des marqueurs, hein, finalement, de bonne santé psychologique. Et ce qui nous fait dire souvent, c'est des signaux plus ou moins faibles, plus ou moins forts, hein. Les conflits, l'hostilité, les relations sont un signe, effectivement, d'un climat de travail dégradé, hein. La fatigue pandémique, bien entendu, je pense que pour toute la population générale, c'est le cas. Et à force de la multitude des protocoles, de la longueur de cette crise, les 2 tiers sont fatigués des discussions autour de ces sujets dans les médias, des conflits autour des pros, anti-vax, etc. Les questions, la fatigue autour des réglementations, mais aussi un bon tiers qui n'a plus envie finalement de lutter contre le Covid, et ce qui représente chez eux 52% de détresse psychologique. On voit bien le lien de la fatigue pandémique aussi, qui est en toile de fond bien sûr de tout cela. Alors, les actions de prévention dans les entreprises, au-delà de ça, on a voulu voir effectivement, est-ce que au regard de l'ampleur, y allait avoir finalement des réactions des entreprises à la hauteur finalement des enjeux. Ce que nous disent les salariés, c'est malheureusement, et c'est depuis 9 baromètres, toujours un peu les mêmes indicateurs comme ça, les mêmes niveaux, seulement un quart des répondants disent que leur entreprise a mis en place des actions concrètes sur le sujet, seulement un quart finalement. 30% considèrent que leur direction générale est réellement engagée sur le sujet, seulement 30%. Donc on voit bien que c'est un sujet de gouvernance qui n'est pas porté à ce niveau-là.
un quart qui dit que leur direction réagit rapidement quand il y a des problèmes de santé psychologique, et même pas un tiers dit qu'il y a une culture de prévention dans leur organisation. Donc on voit que c'est quand même assez peu. Et comme je vous le disais, en comparaison avec d'autres pays, notamment au Québec, ils ont une culture de la sécurité psychologique qui est beaucoup plus forte, et il y a une corrélation nette entre forte culture de la sécurité psychologique, actions finalement qui sont portées notamment à ce niveau-là, et bon état psychologique. Et donc on voit bien que la corrélation ici, elle est quand même aussi présente, mais en termes d'exposition à ces actions, c'est plutôt faible en France. 20% pensent que son entreprise vérifie que ces actions de prévention sont efficaces ou pas. Donc ça, c'est plutôt le REX, cette idée d'amélioration. C'est vraiment assez minoritaire. Et même pas 1 sur 2 ou 1 sur 2 dit qu'il existe des référents dans leur entreprise qui s'occupent du sujet, quoi, en tant que tel, au sens large. Et donc, dans la dimension de sécurité psychologique, c'est aussi, est-ce qu'on vit dans un environnement sécuritaire? Est-ce que si je suis victime, par exemple, de harcèlement ou d'une situation aiguë, il y aura une enquête, des procédures qui existent? Et là, seulement un tiers disent même pas qu'il y aura, s'il y a des suspicions de harcèlement, une enquête. Donc, on voit bien aussi que c'est assez faible, alors que c'est une obligation légale. Un tiers dit que les collègues savent qu'ils ont un rôle à jouer dans la prévention du stress. Donc ça, on a voulu voir aussi, au-delà du rôle de l'entreprise, au-delà du rôle du manager et des IRP, des instances ou que sais-je, est-ce que les salariés aussi se sentent responsabilisés, se sentent, j'ai envie de dire, connaissent aussi s'ils ont un rôle à jouer là-dedans pour eux-mêmes et pour les autres en tant que tel. Vous aurez, oui, avec plaisir, la présentation. Excusez-moi, il y a beaucoup de chats. Donc apparemment, ça serait plus simple. Si vous posez des questions, je répondrai à la fin d'une traite sans problème dans la partie questions, si vous voulez bien. Donc ensuite, c'est un salarié sur 2. Donc ça, c'était assez significatif. C'est savoir détecter des signaux de détresse psychologique chez lui. Ça veut dire que la moitié ne sait pas. Finalement, on ne sait même pas ce que c'est. Et un salarié sur 3 sait détecter les signaux de détresse chez les autres. Donc là, on est un peu plus faible. Mais même quand on connaît finalement ce qu'il faut faire, pour 40%, il dit « moi je sais quoi faire pour être en situation de bien-être psychologique », on en est moins que la moitié finalement, eh bien 40% d'entre eux n'arrivent pas à se les appliquer. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de connaître et de savoir quoi faire pour pouvoir le faire. Encore faut-il avoir les moyens de le faire. Donc c'est cette idée aussi effectivement de marge de manœuvre, de contrainte que les salariés aussi pensent avoir pour pouvoir effectivement mettre en place leurs bonnes pratiques, ne serait-ce qu'à leur niveau. Donc on voit bien qu'il y a largement de l'amélioration possible. Et donc, la culture de la prévention, c'est le sujet en fait aussi qu'on voulait mettre en avant là, et doit être renforcée sur la question de la prévention des risques psychosociaux, de la culture de la sécurité psychologique. Et dans d'autres enquêtes qu'on a pu faire, 8 salariés sur 10, 8 disent que il faut que la politique de qualité de vie au travail de leur entreprise change. Donc on voit bien qu'il y a une attente très forte autour de ça. Et il faut le mettre aussi en perspective avec un rapport qu'on entendait beaucoup parler avec le Big Quit américain, le Great Resignation, etc. Et donc d'évaluer finalement avec des enquêtes qui avaient eu lieu avant cette crise, finalement des évolutions en matière de rapport au travail. Donc on a utilisé l'étude d'Avoine-Meda qui s'appuie sur de nombreuses enquêtes européennes, internationales, et qui comparait les pays entre eux sur un certain nombre d'items et qui avait montré, on va dire déjà à l'époque, en 99, finalement, ou en 2008, pardon, à l'époque où ils ont publié ça, une singularité française quant à la place et le sens du travail des Français par rapport aux autres pays européens. Et déjà à l'époque, il y avait des choses qui ressortaient autour effectivement du fort investissement des Français par rapport à leur travail, de fortes attentes, mais aussi un paradoxe qui était une volonté que le travail occupe moins d'espace finalement dans leur vie et un meilleur équilibre des vies déjà à l'époque. Donc on va voir des évolutions assez notables. Alors, sur la première question qu'on a reprise telle qu'elle, finalement, avec notre échantillon représentatif, c'était « Dans votre vie, le travail est-il très important ?» On a regardé effectivement la partie des gens qui avaient dit que c'était très important. En 99, c'était 70%.
En 2022, c'est 19%, moins 51 points. Donc c'est spectaculaire. On voit bien qu'il y a un vrai changement. Ça ne veut pas dire que c'est plus du tout important pour les gens. Attention de ne pas aller dans la caricature inverse, parce que effectivement, il y en a certains qui trouvaient que ça reste toujours important, et la majorité le trouve, mais peut-être pas autant qu'avant. Et ça, c'est assez significatif, et j'analyserai un peu tout ça dans l'ensemble. Je me permettrai de partager ça avec vous. À la question aussi, pour développer pleinement ses capacités, il faut avoir un travail. Donc ça, c'est cette idée que le travail permet un développement de ses capacités au sens large. Et alors, en 99, on avait 75% qui étaient fortement d'accord ou en accord. Et en 2022, c'était 40%, donc moins de 35 points. Donc, c'est cette idée que finalement, on peut se développer ailleurs que dans sa sphère professionnelle et qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Et on voit bien ça, ce mouvement qui est sort, qui est hérité. Et on parlait beaucoup de ça des jeunes, la génération Y, la génération Z, qui avait un rapport court-termiste avec le travail et l'entreprise, beaucoup plus consumériste peut-être. Nous, on a comparé sur tous les âges, toutes les populations, l'ancienneté, l'âge, le secteur, le management ou pas. C'est pour tout le monde pareil. Tous ces résultats sont uniformes pour l'ensemble des populations. Ensuite, c'est l'importance donnée à la possibilité dans son travail de combiner la vie professionnelle et la vie familiale. Alors ça, sans surprise, une augmentation forte de plus 20 points. Et là, c'est effectivement ce qu'on voit, et on l'a mesuré ici lors de ce baromètre, mais je n'ai pas présenté ici, ce qu'on appelle la résilience. C'est-à-dire, c'est un questionnaire issu de la psychologie positive et qui permet de voir, face à une situation traumatogène, telle qu'une crise pandémique qu'on a pu vivre, finalement, pouvait modifier, faire changer finalement la psychologie des gens. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, depuis le début de cette crise, ça reste constant. Les 2/3 des salariés, finalement, disent mieux appréhender la valeur de la vie après cette crise, savent qu'ils sont plus forts, se sentent plus forts qu'avant cette crise, finalement, qu'ils ont découvert aussi, finalement, l'importance des vraies valeurs, des choses, qu'ils ont revu leurs priorités de vie. Et on peut le mettre en parallèle avec un autre chiffre qu'on a pu voir qui m'a assez frappé, c'est qu'on avait quand même beaucoup de télétravailleurs déménageurs, comme vous savez, pendant une époque dans l'entreprise, enfin, à une période, là, il y avait eu, c'était ressorti dans la presse, tous ces télétravailleurs qui avaient déménagé sans avoir averti finalement leur employeur et qui demandaient des avenants, donc en province, ailleurs ou en tant que tel, un changement de vie, eh bien, ces gens-là, eh bien, clairement, sont en meilleure santé que les autres, en meilleure santé psychologique que ceux qui n'ont pas déménagé. Alors, ça ne veut pas dire que pour être en bonne santé, pour faire de la prévention, il faut déménager, mais ça montre bien aussi cette importance donnée à la qualité de vie tout court et au fait de pouvoir profiter de ses proches. Et ça, je pense que c'est une accélération. Avant cette crise, d'ailleurs, c'est repris par Davoine et Meda, seulement 18% des Français étaient satisfaits de leur équilibre des vies. C'est une enquête aussi de Cadre Emploi, me semble-t-il. Et on voit bien que le télétravail a répondu très fortement à ce besoin en tant que tel. Autre chiffre qui nous avait étonné, on avait beaucoup parlé de la raison sociale des entreprises, du sens et de l'utilité. Et je pense qu'on a pris le sujet un peu du mauvais bout en disant ce qu'attendent les salariés, c'est avoir des entreprises, travailler dans une entreprise socialement, écologiquement, responsable en tant que telle. Mais au final, on voit plus l'augmentation, en échangeant avec beaucoup de DRH là-dessus, finalement d'un individualisme plutôt qu'à un sens exacerbé de l'utilité sociale, parce que entre 97 et 2020, ça n'évolue pas beaucoup finalement. Le fait que le travail, dans l'utilité à la société est très important dans le travail des gens. Ça reste assez minoritaire. Enfin, un quart des gens finalement vont chercher un travail pour ça. C'est ce qu'on entend beaucoup. On voit qu'il y a une montée aussi, vous verrez, d'autres marqueurs, on va dire, peut-être, d'un individualisme ou d'une recherche, effectivement, auto-centrée, finalement, sur ce qu'on peut attendre du travail. Et donc, d'où l'importance, je pense, pour les entreprises de recréer les collectifs de travail, de recréer finalement cet esprit qui était peut-être plus présent avant cette crise. Et puis, la question de la sécurité de l'emploi. Donc, comme on parle du Big Quit et de la grande démission en France, ce qu'on peut voir, c'est que c'est forcément un facteur précipitant, le fait que là, aujourd'hui, seuls 29% des gens
attribuent une grande importance à la question de la sécurité de l'emploi, alors qu'avant c'était 43%. Donc moins 14 points. On aurait pu se dire qu'avec cette incertitude, avec une crise économique, un manque de visibilité, etc., une crise sanitaire, les gens allaient plutôt aller chercher la sécurité plus qu'autre chose, mais non. Et on le voit hein, dans les intentions de partir, on le voit dans les démissions qui ont augmenté. Vous avez vu certainement les chiffres de la DARES hein, qui montrent quand même des chiffres assez très très forts, hein, une augmentation entre 20 et 30% des démissions chez les CDI et les CDD même, hein, des ruptures anticipées. Et donc, on le met en lien, on peut le mettre en lien avec cette question de résilience où les gens, finalement, passent à l'action parce qu'ils se disent c'est le moment. Hein. Si vous voulez, dans la résilience, il y a cette idée qu'il faut changer ce qui doit être changé. C'est maintenant ou jamais. Et je crois que même si une crise se profile et peut-être une crise économique, ça ne va pas faire changer les velléités. En tout cas, ça sera observé et on peut le lire aussi comme étant en lien avec une frustration ou en tout cas une déception quant à la promesse de l'emploi et du travail en tant que tel. On le voit aussi ici, les salariés, en 2002, disaient à 83% qu'il était important pour eux d'avoir des possibilités de promotion. Et ils ne sont plus que 59% en 2022. Donc, moins 24 points. Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah oui, d'accord, le sujet, c'est peut-être pas forcément promettre des évolutions, en tout cas pour tout le monde, moins massivement, que peut-être une expérience plus court terme, hein, en tant que telle, autour du travail. On peut aussi se dire que cette promesse d'évolution professionnelle, après de bons et loyaux services, après 2 ans de crise, d'incertitude, de manque de visibilité, paraît moins crédible aussi. Et qu'il y a un nouveau contrat psychologique, je pense, à peut-être réfléchir autour du rapport, finalement, qui peut exister, le rapport à l'équation, hein, qui peut exister entre les efforts qu'on demande aux personnes, voire des sacrifices, peut-être qui seront différents, qu'on peut demander aux gens pendant un temps, pour ensuite espérer une évolution professionnelle. Donc, en tout cas, dans un contexte incertain, tel qu'on le connaît depuis 2 ans et qui risque de continuer pendant quelques temps, la question de la perspective de promotion paraît être moins un levier, effectivement, en tout cas, de qualité de vie au travail. En tout cas, de cette façon-là, en termes de perspective de carrière. Idem sur la question de la prise d'initiative. On aurait cru qu'effectivement le fait de pouvoir avoir un impact, d'être reconnu quant à son expertise et de pouvoir faire preuve d'autonomie allait aussi être beaucoup plus important. Et on passe de 87% à 65%. Cette idée que finalement on va moins chercher cette émancipation peut-être hein, de soi-même, sa réalisation de soi dans le travail. Donc ça questionne énormément effectivement sur la notion de place du travail dans la vie des gens, hein, tout court. L'intention de partir, donc ça, on pose toujours cette question depuis ces 9 baromètres et on reste assez stable. Entre 30 et 40% pour la population RH dit hein, finalement qu'ils attendent la fin de cette crise pour activement rechercher un autre emploi. Donc, on n'est pas tout à fait à la fin de cette crise. On a vu, je vous ai parlé des chiffres de la DARES qui montrent une augmentation des démissions notamment, mais il y aura certainement beaucoup d'échanges dans les entreprises dans les prochains temps, dans un contexte effectivement qui peut paraître, alors on verra les effets effectivement, l'augmentation des matières premières, les effets économiques de la crise sanitaire, qui peuvent jouer aussi là-dedans, mais le marché du travail est plutôt favorable, effectivement, pour les salariés, dans un cadre de pénurie de main-d'œuvre. Ce qu'on peut dire, hein, finalement, aussi de ça, c'est que c'est vraiment la notion de qualité de vie au travail qui a été bouleversée hein, dans la vie des gens, avec cette crise hein, qui a aussi complètement fait chahuter les repères des gens, et beaucoup se sont rendus compte qu'ils avaient une santé psychologique et qu'elle était importante. Hein. C'est quand finalement on vit des crises et c'était extrêmement confrontant que finalement les gens ont fait des choix, et aujourd'hui, on peut le voir hein, dans toutes les entreprises, ce sujet qui remonte. Et donc, on voit aussi que les gens il y a une corrélation très forte, ont été affectés, hein, qui disent avoir pris un arrêt maladie pour des raisons psychologiques, par exemple, hein, d'un point de vue déclaratif, hein, bien sûr, on n'est pas les vérifier, finalement, sont ceux qui ont le plus d'intention de partir. Donc ça, c'est clair, hein, quand vous avez quelqu'un qui s'est arrêté pour des raisons psychologiques, il y a de très fortes chances, finalement, qu'il parte de l'entreprise.
Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que je crois que c'est une valeur cardinale aujourd'hui, c'est un héritage de la crise et dans le rapport au travail des Français, cette recherche, cette motivation, peut-être nouvelle ou encore plus forte, de recherche de la question du bien-être et de la santé psychologique. Donc je crois qu'il est temps, effectivement, dans un contexte d'enjeu d'attractivité, de réfléchir et de proposer, de travailler en fait les jobs au regard en fait de cela. Est-ce que quand on conçoit un poste, on réfléchit en matière de qualité de vie au travail, on réfléchit en matière de santé psychologique quand finalement on crée un poste en tant que tel. Est-ce qu'on réfléchit aux facteurs ressources, aux facteurs de risque? Est-ce que effectivement le management aussi sait concevoir cela et fixer des objectifs au regard aussi de la qualité de vie au travail? Et donc c'est une question d'équilibre, voire même de priorité. Je ne pense pas effectivement que les entreprises sont uniquement là pour créer de la QVT pour les salariés, ce n'est pas l'objectif premier. En revanche, je pense qu'on peut, elles sont là pour faire de la performance, l'efficacité, mais elles peuvent effectivement s'appuyer sur la QVT comme étant non pas quelque chose qui est une compensation par rapport à la performance, mais au contraire une source de performance. Et je crois que c'est plus que jamais ça qu'il faut regarder. Et donc, on a regardé aussi les nouvelles attentes. Où est-ce qu'en étaient les salariés de leurs attentes en matière de qualité de vie au travail? Quelles étaient finalement les dimensions, les thèmes qu'ils attendaient le plus? Donc, les thèmes sont effectivement en top 4. On avait une liste de 20 thèmes. Premièrement, sans surprise, l'équilibre des vies. Moi, j'entends aussi pas mal de recruteurs, de DRH qui me disent, mais en entretien de recrutement, c'est tout de suite comme si on parlait des RTT ou des motivations ou des rétributions. Eh bien, on parle tout de suite de politique d'équilibre des vies. Quelle est-elle chez vous? Donc, on voit que c'est une valeur cardinale chez les gens. Le salaire et les primes. Donc on voit, ça n'a pas toujours été le cas dans les années précédentes, mais on voit bien que crise oblige, inflation oblige, la question du salaire, la question de la souffrance économique qui augmente partout en tant que telle, eh bien, est devenue un sujet QVT important. Donc les NAO, c'est de la QVT aussi, en tant que tel. Les bonnes relations avec les collègues, on l'a vu, plutôt une tendance à s'être bien entendu dégradée avec cette crise. Donc, l'enjeu de pouvoir recréer ces collectifs et ce climat de travail sain. Et puis, une quatrième attente importante, c'est de la reconnaissance au travail, autre que salariale, c'était écrit comme ça. Donc, les gens, effectivement, attendent de la considération, attendent effectivement aussi des feedbacks, attendent de la participation. Donc, on a écrit aussi un bouquin avec Jean-Pierre Brun, mon associé, sur la reconnaissance au travail. Effectivement, tout ce qu'il y a autour, ça peut rejoindre aussi les bonnes relations avec les collègues, c'est d'avoir un climat, finalement, positif, d'expérience positive du travail. Et puis les flops, ça a été assez clair et massif. Là encore, quelles que soient les typologies de population, quels que soient les âges, le genre, le lieu d'habitation, être manager ou non, c'est les mêmes quasiment, des fois le 3 passe en 2 et le 2 passe en 3, mais c'est très, très peu significatif. Les flops, c'est effectivement les programmes de nutrition, les gens n'en ont pas besoin et ils savent que ça n'agit en rien sur la santé psychologique. En tout cas, les programmes proposés par l'entreprise. Que les gens mangent bien, on est bien d'accord, c'est fondamental, mais effectivement, ce n'est pas ce qu'ils demandent de l'entreprise. Les massages ou les séances de relaxation au yoga, ça c'est la même chose, c'est considéré comme des flops, ça qui finalement leur amène une plus grande santé psychologique. C'est ce qu'on appelle plus des approches individuelles autour des habitudes de vie ou ce genre de choses. Et les collaborateurs aujourd'hui savent mieux finalement qu'est-ce qui est vraiment source de non-QVT, qu'est-ce qui est facteur de risque. Et je crois que dans leurs attentes, ça s'exprime aujourd'hui assez clairement. D'où le chiffre que j'exposais un peu tout à l'heure, celui d'un souhait très fort de renouvellement des politiques de qualité de vie au travail. Et donc, ce que je peux dire, c'est que toutes les démarches finalement que certaines entreprises ont pu avoir, je pense que c'était une bonne intention, c'était aussi plus facile de proposer des séances des à côté. On a pu voir parfois que c'était des actions qui ressemblaient à des actions de CE à l'époque, du Pilates, de la Zumba ou que sais-je, mais financées par l'employeur en tant que tel. Et ça, effectivement, c'est décrié. Et je crois que même ça peut être contre-productif. Les gens ne vont pas. Ça peut être agréable, c'est ça que je veux dire, mais c'est absolument pas
à la source, finalement, ou ce qu'attendent les salariés. Et surtout, beaucoup d'études ont montré finalement que c'était pas ça qui était le plus efficace. Il n'y avait pas de différence entre les gens qui qui faisaient des massages, par exemple, payés par l'employeur, et ceux qui n'en faisaient pas par rapport à leur niveau d'état de santé psychologique. Donc, je crois que ce que ça pose, ce nouveau rapport, c'est ce nouveau contrat moral dans lequel la qualité de vie au travail est centrale, bien entendu, hein, qui peut faire ce trait d'union entre les objectifs et les exigences qu'on fixe à un salarié et l'expérience qu'il en fait concrète, hein, au quotidien. Et je crois que c'est là où finalement on peut agir dans le périmètre proche du salarié, bien entendu, hein, c'est là où son expérience effectivement est, mais qu'il y a des enjeux de gouvernance de ces sujets. Est-ce qu'on en parle dans les comités de direction? Est-ce qu'on a une vision dessus? Est-ce que la qualité de vie au travail est stratégique? 2, est-ce que le management est aligné par rapport à ça? Est-ce qu'il a des valeurs qui sont ancrées, hein, en tant que telles? Et aussi, effectivement, est-ce qu'il y a une culture qui se diffuse et qui est portée et qui permet aussi d'avoir des repères clairs de qu'est-ce qu'on peut faire pour être en bonne santé psychologique? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble de façon très concrète et pas péremptoire? Donc, j'ai vu des questions. Je vais y aller. Hop. Alors, considérez-vous que le pourcentage de salariés qui considèrent important, le pourcentage de salariés qui considèrent le travail important quand même, avez-vous le pourcentage de salariés? Je peux vous le donner, Chantal, je sais que vous nous suivez pas mal. Comment avez-vous trouvé le pourcentage de salariés qui ont déménagé dans votre échantillon? Bon, on leur a posé la question, c'était 25%. Et quels sont les niveaux de détresse psychologique de ceux qui ont déménagé des autres? Je vous le dirai aussi, mais significativement moins chez ceux qui avaient déménagé. Merci. Donc Eva, pouvez-vous nous faire remonter le nombre de burn-out si des fois des services de santé au travail ne veulent pas donner ces chiffres avec l'argument du secret médical? Ah oui. Alors, comment pouvons-nous faire remonter le nombre de burn-out? Ok. Alors, effectivement, la question des indicateurs et de suivi avec notamment les services médicaux est toujours un enjeu. Et effectivement, je pense qu'il faut déjà clarifier un petit peu les limites, hein, du dialogue avec notamment ces professionnels de santé qui, effectivement, ont leur secret médical qu'ils opposent et qui, c'est bien normal. Et ça peut être aussi extrêmement protecteur pour les salariés. Maintenant, il y a des indicateurs qui sont possibles. On peut le faire, et ce qu'on préconise à certaines boîtes, de suivi, de sujets, de visites médicales spontanées autour de la thématique des RPS en tant que telle. Sur la question du burn-out, c'est compliqué pour des médecins, effectivement, parce que c'est quand même une qualification médicale qui peut les engager. Donc moi, je dirais qu'il faut plutôt aller chercher peut-être autour de l'épuisement, de la fatigue ou ce genre de choses, et qu'il est possible de faire effectivement des remontées anonymes en tant que telles. Et si les médecins qui peuvent le faire, mais il y a aussi des psys sur site, il y a aussi effectivement des acteurs, mais il faut qu'ils soient dans les locaux, a priori, tout dépend des configurations de vos sites, pour pouvoir détecter, accompagner. Mais ensuite, je crois qu'il y a une question de vigilance à augmenter et donc de former les managers et aussi les collaborateurs parce qu'ils ne savent même pas souvent ce que c'est. C'est parfois très galvaudé. C'est comme vous le savez, hein, cette idée de dire burn-out partout, burn-out nulle part, quoi, parce que c'est un peu comme Pierre Leloup. Donc je pense qu'il faut aussi donner des repères clairs sur ce que c'est pour faire de la prévention et être vigilant, hein, quant à ça. Alors, manager, top manager opérationnel, je ne sais pas. Alors, l'enquête ne semble pas indiquer le fait que l'activité physique et mentale réelle doit être prise en compte ni analysée. Je n'ai pas trop compris, Gilles. Ce que vous vouliez dire par là, doit être pris en compte ni analysé. Vous me direz. Mais en tout cas, on a pu effectivement mesurer dans d'autres enquêtes quelles étaient les pratiques individuelles des personnes pour se protéger. Et effectivement, ce qu'on a pu voir, c'est que celles qui avaient un équilibre de vie, une hygiène de vie et effectivement de faire du sport, par exemple, une activité physique autre ou mentale, j'ai envie de dire reposante, étaient en meilleure santé psychologique que les autres. Ça, c'est certain. Il faut avoir autre chose que le travail. Il faut avoir d'autres sphères d'investissement. Et ça, c'est important. Après, c'est en termes de politique de qualité de vie au travail, quelle est la place de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit financer finalement, et surtout où sont les priorités. Et je pense que les priorités sont autour du travail et autour du management avant celles de l'activité physique en tant que telle.
Alors, il s'agit d'un baromètre global très intéressant, mais qui ne résout cependant peut-être pas les problèmes individuels, qui nécessite une analyse des problèmes de santé physique. Ah, c'est la même chose. À l'activité réelle. Ah, ok, l'activité réelle de travail. Gilles, j'ai toujours pas saisi. Si vous pouviez préciser. Nathalie, pouvez-vous mettre à disposition cette présentation? Oui, avec grand plaisir. Avez-vous, donc Christine, des indicateurs sur la population des aidants, RPS accru, burn-out? La population des aidants familiaux ou la population des aidants dans le secteur social? Vous me direz, en tout cas, effectivement, on a des secteurs plus exposés, effectivement, dans le sanitaire social, bien entendu, qui montrent une dégradation encore, effectivement, plus forte. Chantal qui nous dit la France détient le record de consommation d'anxiolytiques. Oui, c'est ça. Effectivement, pour plein de raisons, mais c'est vrai qu'il y a des niveaux d'anxiété et de dépression en France qui sont quand même particulièrement forts. Et je crois que, effectivement, les pouvoirs publics ont un peu laissé de côté la question de la prévention sur la santé mentale. Et c'est vrai qu'on a en France plutôt privilégié des campagnes en termes de santé publique, de prévention autour du tabac, de l'alcool, de l'obésité, manger pas trop gras, pas trop sucré, 5 fruits et légumes en tant que tel, mais absolument rien sur la santé mentale, alors que dans d'autres pays, je pense à l'Australie, dont Monsieur Véran a aussi pris quelques idées, mais je pense qu'il faudra certainement ajuster. Mais en tout cas, au niveau santé publique, il y a un vrai sujet. Au Québec, par exemple, vous avez des pubs sur la question de la dépression, vous avez des pubs sur qu'est-ce que c'est d'avoir une bonne santé psychologique. Et je pense que ça manque cruellement. Et il y a une part, effectivement, des entreprises qu'elles peuvent faire, mais aussi parce qu'elles ont à y gagner, je pense, mais aussi sur la partie plutôt pouvoir public qui me paraît nécessaire. Dans tous les cas. Alors, 13% avez-vous, sur le burn-out, donc, avez-vous des infos selon le type de poste, de secteur, l'âge, niveau hiérarchique, le genre? Ouais, j'ai répondu un petit peu. Je vous ai mis en avant, effectivement, les populations les plus exposées, donc les managers, les RH, enfin, ceux qui sont les plus en détresse, ça c'est assez clair, parce qu'il y a moins les jeunes, parce que ça fait moins longtemps, mais en tant que tel, il y a effectivement une corrélation forte avec la détresse. Forcément. Alors, d'autres questions? Tac. Qui a... Je jongle entre les deux. Hop. Ok. Alors, je lis que des personnes avaient du mal à voir ou entendre. J'espère que ce n'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, je vois que ça réagit un petit peu. Sinon, d'autres l'auraient dit. Alors, dans tous les cas, ce que ça nous apprend aussi, c'est qu'il y a des pratiques qui existent, qui ne sont pas forcément compliquées. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on le voit au cabinet, demandent à faire un état des lieux, pas forcément avec les mêmes indicateurs en tant que tels qu'on a là, bien entendu, parce que là aujourd'hui, on se permet de poser des questions qu'un employeur ne peut pas, mais aussi c'est pas les mêmes méthodologies, ça s'adresse pas aux mêmes parties prenantes, on va dire, dans l'entreprise. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit bien qu'il y a des entreprises qui n'ont pas les mêmes problèmes que les autres. Il y a une tendance de fond, bien sûr, qui est assez massive, on le voit, assez représentative, mais celles qui, effectivement, ont fait de la prévention, même si elles n'avaient pas eu de problème avant, sont forcément celles qui s'en sortent beaucoup mieux. Et donc, par rapport à ça, on peut dire qu'il y a des critères qui sont extrêmement clairs de la réussite quant à une action autour de ce sujet, et que plus on est en prévention, moins on aura forcément des troubles. Et donc, ça marche bien. Et qu'il y a des conditions. Si vous mettez dans vos entreprises, par exemple, ne serait-ce que ce qui existe aussi, qui est très présent, des lignes d'écoute psychologiques. Pourquoi dans certains secteurs, dans certaines entreprises, ça ne marche pas, ça appelle pas?
Alors on peut se dire tout va bien, les gens vont bien, donc ils n'appellent pas, et que dans d'autres, ça fait beaucoup plus, il y a peut-être 15-20% des salariés qui appellent. Et je pense que ce n'est pas forcément un indicateur que les gens sont plus en souffrance ou pas, mais peut-être aussi de comment cette question de sécurité psychologique est présente. Appeler un psychologue quand on est au bord du gouffre, et que finalement on a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement, c'est pas la même chose effectivement que d'avoir des conseils, de prendre soin de sa santé et d'avoir finalement quelque part être à l'écoute d'un certain nombre de signaux faibles et d'agir en amont avant d'attendre finalement d'arriver quand le trouble et de le prendre en compte quand le trouble est installé ou quand le problème est déjà un petit peu ancré. Donc voilà, il est 45 en tant que tel. Bon, Gilles, pour préciser, ça marche. Oui, vous pouvez préciser, il n'y a pas de problème. Hein, vous pourrez m'envoyer un mail pour que je comprenne. Et puis, pour mesurer l'activité réelle, bon, pour comprendre de quoi effectivement il s'agit. Aujourd'hui, effectivement, on est sur des statistiques. Hein. L'idée derrière, c'est qu'il y a forcément des réalités. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement travailler sur ce que la vie des salariés au travail, leur propre expérience. Donc il est 45, je pense qu'on peut clôturer ici. J'ai essayé de tenir le timing. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions, des besoins, ou faire part un peu de vos sujets, de vos réflexions. Voilà, nous on s'adapte, on est très disponible par rapport à ça. J'ai d'autres questions quand je dis au revoir. Bonjour, avez-vous la répartition des salariés sur leur niveau de compétences? Salariés peu qualifiés? Oui, on pourra en parler sans problème. Et puis, pour terminer, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité, nos échanges. N'hésitez pas à nous solliciter sur LinkedIn, sur Twitter, via l'adresse contact à Empreinte Humaine. Et on sera ravis de pouvoir approfondir aussi des échanges avec vous et vous présenter peut-être l'équipe ou nos savoir-faire. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.